Bonsoir. Non. On n'y est pas encore. Et le réveil a été tôt ce matin. On a une petite question très pratique. Est-ce qu'il y a des non-francophones dans la salle? Alors, are there people that do not speak French in the amphitheater? OK. Bon, il n'y a que Stéphane, mais ça, on va lui parler normand. Bon, on va passer à la session de l'après-midi. Merci à vous d'être restés et bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre. Donc, je vais passer la parole à Frédéric Petro. Donc, il a été parmi les experts qui nous ont aidés dans la structuration de ce PEPR. Il remplace François Terrier qui est appelé auprès de la ministre. Moi, j'ai eu mon petit mot d'excuse. Donc, je lui passe la parole et c'est à lui de chairer la session de l'après-midi. Merci, Gérard. Du coup, je te laisse la place. Merci. Eh bien, donc, bonjour à tous pour cette session scientifique donc, qui a porté sur les projets embarqués, la partie plutôt embarquée du PEPR. Et donc, notre premier... je vais y arriver. Voilà. C'est Damien Kerlios, qui est du directeur de recherche au CNRS et qui travaille au C2N à Saclay sur les petits dispositifs très rigolos. Damien, je te laisse. Merci beaucoup. Et puis, je suis vraiment honoré de faire cet exposé pour l'inauguration d'un aussi beau projet. Et j'espère, oui, je vais vous convaincre de l'intérêt des petits dispositifs rigolos pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, je travaille au C2N, qui est sur le campus de Saclay. Donc, l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est par rapport à cette problématique qui a été mentionnée plusieurs fois ce matin, d'essayer de résoudre la problématique de la consommation énergétique de l'intelligence artificielle. C'est difficile d'avoir des chiffres tout à fait modernes aujourd'hui, mais en gros, il semblerait que faire une requête un peu classique à un chat GPT, ça représente, ou générer une image, on va dire DALL-E 2, peut-être pas le DALL-E 3, c'est une consommation énergétique en inférence de quelques wattheures. Pour comparer, la batterie d'un ordinateur portable, autour de 40 wattheures. Je trouve que ça illustre bien qu'il y a quelque chose quand même sur l'IA. On est sur des tâches qui, au niveau consommation énergétique, sont un peu hors normes par rapport à des calculs plus classiques, parce qu'avec une batterie d'ordinateur portable, on voit bien qu'on peut bien faire normalement beaucoup de calculs. Et c'est encore plus flagrant quand on parle de l'apprentissage des modèles d'IA. Là, on a quelques chiffres officiels, en quelque sorte. Google a révélé que pour son modèle Google Palm, qui est un peu une version peut-être un peu plus sophistiquée de la version gratuite de ChatGPT, ils ont utilisé 3,5 gigawattheures d'électricité pour la dernière passe, c'est-à-dire après toute la recherche de base. C'est beaucoup d'énergie, et j'aime bien aussi comparer à l'énergie qu'on consomme un cerveau, puisque finalement, c'est quand même la référence de l'intelligence. Et 3,5 gigawattheures d'énergie, ça correspond à 20 000 ans de fonctionnement d'un cerveau humain, et on sait bien qu'un humain est capable de maîtriser le langage bien plus rapidement que ça. Donc ça suggère qu'il y a quand même quelque chose, un problème qu'il faudrait résoudre, une vraie inefficacité au niveau énergétique sur l'IA. Et on a eu quelque temps ces actualités où Sam Altman annonçait que pour lui, l'IA, pour que l'IA développe tout son potentiel, ça va nécessiter une consommation énergétique telle qu'il faut vraiment investir carrément dans la fusion ou complètement aller vers un monde qui consomme énormément plus d'électricité. C'est pas, je pense, quelque chose qui est totalement satisfaisant. Et du coup, c'est pour ça que dans nos recherches, avec les petits composants, on essaye de trouver des moyens qui permettraient de faire une intelligence artificielle vraiment dramatiquement plus efficace. Vraiment aller beaucoup d'ordres de grandeur d'écart. Et aussi, une des raisons pour lesquelles je crois beaucoup à ça, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, la consommation énergétique de l'IA limite ce qui pourrait être vraiment ses meilleures applications. Donc, par exemple, il y a quelque temps, j'avais vu cet exposé à la conférence DATE, qui est maintenant d'ailleurs. C'était des chercheurs qui travaillent sur la prédiction de l'épilepsie, c'est-à-dire que les patients épileptiques puissent porter un implant dans le cerveau qui puisse leur donner une alerte si, dans les minutes à venir, ils sont à risque de déclencher une crise d'épilepsie. Et comme ça, ils peuvent, par exemple, s'ils sont en train de conduire une voiture, ils peuvent la mettre en sécurité. Et ça, en fait, ça pose un énorme problème. C'est qu'ils utilisent pour ça des capteurs qui génèrent énormément de données.
Et donc, on ne peut pas sortir toutes ces données du cerveau parce que ça nécessiterait beaucoup trop d'énergie de réussir à transmettre autant de données du cerveau. Donc, il faudrait que le modèle d'IA qui analyse les données du capteur du cerveau et qui prédit s'il y a une risque de crise d'épilepsie soit littéralement implanté. Et pour ça, actuellement, les seuls modèles qui permettent de faire ça, c'est des IA très sophistiqués qui consomment trop d'énergie et qu'il est complètement inenvisageable de mettre dans un implant médical. Donc on voit vraiment une IA qui consomme moins, ça pourrait ouvrir vraiment des perspectives exceptionnelles. Et donc pourquoi on va aller vers les petits composants ? Parce qu'en fait, quelque chose qui est relativement clair aujourd'hui, c'est que le problème de consommation énergétique de l'IA, c'est très largement un problème de mémoire. Les réseaux de neurones, finalement, en tout cas en inférence, font pas des calculs arithmétiques si compliqués que ça. Par contre, ils ont des quantités de paramètres absolument colossales. Ils gèrent des données absolument colossales. Donc, on a besoin d'accéder à la mémoire de quantités d'une manière complètement hors norme. Mais le problème, c'est que dans les systèmes de calcul actuels, et c'est vrai pour les ordinateurs, mais aussi pour les cartes graphiques, et même pour les accélérateurs d'IA qui sont développés par l'industrie actuellement, donc les choses comme les TPU de Google ou les NPU d'Apple, ça fonctionne toujours avec une mémoire qui est séparée des processeurs qui font le calcul, et cette séparation, elle est à la fois conceptuelle et physique. Et en fait, dans les technologies modernes de l'électronique, accéder à la mémoire, c'est vraiment un coût colossal. Donc là, on a des chiffres. Bon, j'avais une animation à la base qui, je pense, a sauté, mais on peut lire derrière. Dans un réacteur moderne, si on met une énergie 1x pour additionner 2 entiers, on compare avec l'énergie qu'il faut pour accéder à ces 2 entiers en mémoire. S'ils sont situés sur le cache, donc c'est-à-dire sur la mémoire qui est sur la même puce que les processeurs, il faut 60 fois plus d'énergie. S'ils sont situés sur la mémoire principale, la DRAM, il faut 3000 fois plus d'énergie. Et donc on voit le problème dans l'IA où on n'a pas tant de calculs que ça et énormément d'accès mémoire. On dépense ce 3000 fois vraiment énormément. Et en fait, c'est la quasi-totalité de la consommation énergétique quand on regarde la consommation sur une tâche complète. Et ça, c'est intéressant, parce que j'ai parlé du cerveau tout à l'heure, de comparer avec le cerveau. Puisque le cerveau a un réseau de neurones, mais qui fonctionne différemment. Puisque, un peu comme dans les réseaux artificiels, on pense que la mémoire à long terme est portée par les synapses, mais les synapses sont vraiment colocalisées avec les neurones, qui sont un peu l'équivalent des unités de calcul. Et donc, en fait, le cerveau n'a pas cette séparation conceptuelle et pratique entre le calcul et la mémoire. Tout est mélangé. La mémoire est littéralement exactement où on en a besoin. Donc, on n'a pas ce 3500 fois à dépenser. Entre quelque sorte, on dépense seulement une fois. En fait, comme d'ailleurs le cerveau a énormément plus de synapses que de neurones, moi j'aime bien dire qu'en quelque sorte, le cerveau est comme une sorte d'énorme mémoire informatique avec le calcul qui est distribué à l'intérieur. Donc en termes d'architecture de calcul, on parle de calcul en mémoire. Et du coup, si on veut faire une IA qui consomme vraiment moins, on serait intéressé par reproduire cette stratégie de calculer dans la mémoire. Mais aujourd'hui, ça pose un problème technologique majeur. C'est-à-dire que la seule technologie mémoire qui est vraiment compatible avec les technologies qu'on utilise pour faire du calcul, ça s'appelle la static RAM. Donc c'est la mémoire qui est utilisée pour le cache des processeurs. Donc c'est le circuit qu'on a ici d'1 bit de mémoire SRAM. C'est une mémoire qui est très grosse. C'est pour ça que les microprocesseurs ont relativement peu de mémoire cache. C'est-à-dire même dans la chose que TSMC appelle le CMOS 5 nanomètres, un seul bit de mémoire SRAM, c'est 150 nanomètres par 150 nanomètres. Donc on est très limité dans la quantité qu'on peut en mettre, d'autant plus que c'est une mémoire qui fuit, donc qui va avoir une consommation énergétique assez importante dès qu'on en a beaucoup, et aussi qu'il y a une mémoire volatile. Dès qu'on coupe l'électricité, on perd ce qui est mémorisé. Et l'opportunité qu'on a aujourd'hui dans le monde de la microélectronique, en fait, c'est qu'il y a des nouveaux types de mémoires qui sont en train d'émerger. Des mémoires dont je vais parler, du type mémoire à changement de phase, memory store ou les MRAM, les mémoires spintroniques, qui vraiment nous fournissent la possibilité, à mon avis, de faire une IA qui consomme énormément moins d'énergie. Donc voilà, ça va être le plan de mon exposé. Donc, je vais d'abord nous présenter nos travaux un petit peu les plus classiques, où on utilise ces nouvelles mémoires de manière numérique pour faire des accélérateurs d'intelligence artificielle calcul en mémoire. Ensuite, je vais vous montrer qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui pour revenir à une électronique qui est plus analogique, qui est un petit peu plus la manière dont fonctionne le cerveau grâce à ces nouvelles mémoires. Et ensuite, je vais parler des travaux qui sont vraiment en lien direct avec ce PEPR sur des nouvelles manières de faire l'apprentissage qui sont spécialement liées à ces nouvelles manières de faire le calcul. Voilà un joli programme, donc je commence directement. Donc, les mémoires dont je vais parler dans cet exposé, c'est les mémoires que
Dans le monde académique, on appelle memory store. Dans le monde industriel, sont plutôt appliqués resistive RAM, RRAM, mais c'est littéralement la même chose. Donc, c'est des nanocomposants. Et vous voyez, dans mon schéma en haut à droite, on a un matériau actif, qui est, dans notre cas de l'oxyde d'hafnium, qui est pris en sandwich entre deux électrodes. Et en fait, c'est un matériau qui est intentionnellement imparfait, parce qu'il y a des défauts, qui sont des lacunes d'oxygène, et ces lacunes d'oxygène conduisent l'électricité. Et en fait, quand on applique une tension un peu élevée sur ces composants, genre 2 volts, en fait, comme c'est des composants très très fins, c'est un champ électrique très élevé qui peut être suffisant pour bouger ces lacunes d'oxygène dans le matériau. Et quand on a bougé assez, on arrive à rendre le matériau, créer des sortes de filaments entre les deux électrodes et rendre le matériau conducteur. Donc en appliquant une tension un peu élevée, on peut changer la résistance électrique du composant. Et ensuite, en appliquant une tension assez élevée dans l'autre signe, on peut à l'inverse les re-rendre isolants. Donc on a un nanocomposant qu'on peut transformer entre conducteur et isolant. Et en plus, comme c'est vraiment, il faut une tension assez élevée pour bouger les atomes, littéralement. C'est comme ça qu'on programme ces composants. Quand on n'applique pas cette tension élevée, en fait, le composant garde sa résistance même pendant des années. Donc on a une mémoire qui est non volatile, donc comme les mémoires flash ou les disques durs, mais qui est un nanocomposant et surtout qui est intégrable. Comme on voit ici dans ce travail qu'a fait le Leti, on a des transistors en bas et ces memory stores en haut. Donc c'est complètement compatible avec les technologies de l'électronique. Et aussi, c'est une mémoire qui est beaucoup plus rapide que sont les mémoires non volatiles qu'on a actuellement, à savoir les mémoires flash. Donc on a une sorte de mémoire qui a des avantages des mémoires vives, des avantages de la flash, et qui est complètement compatible avec les CMOS. On peut cette fois complètement intégrer calcul et mémoire. Et donc ces composants, ils sont actuellement, donc j'en ai parlé depuis des années, et pendant longtemps c'était des petits machins magiques des labos académiques. Aujourd'hui, ces technologies ont fait énormément de progrès. Elles sont en train d'être industrialisées. Actuellement, leur application, c'est de remplacer la mémoire flash dans les microcontrôleurs, une application extrêmement spécifique. Donc on voit par exemple TSMC a développé ça avec des RAM comme ce qu'on utilise. ST Microelectronics utilise des mémoires changement de force. C'est une technologie d'une même mémoire. Nous, on propose de les réinventer en quelque sorte, non pas comme une mémoire pour les microcontrôleurs, mais comme cette sorte de mémoire magique pour faire de l'IA basse consommation. Donc, on travaille là-dessus depuis quelques années, et là, je vais vous montrer quelques réalisations qu'on a eues ces derniers temps. Donc, le premier circuit que je vais vous montrer, c'est un circuit qui implémente un réseau de neurones. Et donc, vous voyez, donc je suis désolé, je n'ai pas de pointeur laser, mais ça va tester ma pédagogie. Et donc, vous voyez ici, dans ce circuit, on a ces blocs marrons qui sont des matrices de memory store où on peut programmer les poids synaptiques et les seuils des neurones d'un réseau de neurones. Et tout autour, on a des circuits CMOS, donc des circuits traditionnels, qui vont faire les calculs qui sont liés aux synapses qui sont programmés autour. Donc on va implémenter un réseau de neurones, mais vraiment en associant au plus proche la logique et la mémoire pour justement éviter ces coûts d'accès 60 fois, 3000 fois qu'on avait mis avant. Et comme ça reste une technologie relativement nouvelle, c'est notre premier, on va dire, démonstrateur significatif. Donc on a 4 matrices de 8K memory store pour implémenter ce démonstrateur preuve de concept. Donc, ce qui est programmé ici, c'est un réseau vraiment dont les réseaux, puisqu'on est en quête de l'efficacité énergétique la plus radicale, c'est un réseau de neurones quantifié à l'extrême. Je crois qu'on va parler de réseaux quantifiés un peu plus tard dans la journée. En l'occurrence, là, c'est vraiment un réseau binarisé, donc un concept qui vient du groupe de Yosha Benjo. Les synapses et les neurones, tous les deux, prennent des valeurs binaires qui veulent dire 1 ou moins 1. Et en fait, on a réalisé dans ces dernières années que ce genre de réseau de neurones très simplifié peut faire des tâches d'IA tout à fait conséquentes. Et avec évidemment une électronique pour faire le calcul qui va être énormément simplifiée. Donc voilà à quoi ressemble le circuit, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais la chose vraiment que je veux insister, c'est qu'à droite, on a le circuit qui nous permet de lire l'état des memory stores, et en fait, on l'a conçu de telle manière que ce n'est pas uniquement un circuit de lecture. Ce circuit, non seulement il lit les memory stores, mais en même temps, il fait la multiplication entre les poids synaptiques qui sont programmés dans les memory stores et la valeur de neurones qui est censée s'appliquer ce poids synaptique. Donc c'est ça vraiment ce concept qu'on essaye de faire, d'intégrer au plus proche le calcul et la mémoire. Le circuit périphérique de la mémoire, qui est chargé de lire la mémoire, fait une partie du calcul, et le reste du calcul, c'est fait avec des circuits qu'on a vraiment mis au plus proche des blocs mémoire pour vraiment déplacer le moins de données possible et économiser le plus d'énergie.
Et le circuit marche très bien et il a des consommations énergétiques vraiment extrêmement attractives. Et aussi, quelque chose qui est très sympathique dans ce genre de design, c'est que c'est un genre de design extrêmement robuste. Et donc, pour montrer ce côté vraiment basse consommation extrêmement robuste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a alimenté, on s'est mis vraiment dans un contexte vraiment très, très, très basse consommation d'un circuit Edge qui devrait récupérer l'énergie dans l'environnement, qui pourrait fonctionner sans batterie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté notre circuit avec une mini cellule solaire qui vient de l'IPVF à côté de mon laboratoire, qui est vraiment optimisée pour ce genre d'application Edge. Et on alimente le circuit directement avec cette cellule solaire. Et en fait, ce qu'on voit quand on fait ça, c'est que quand la cellule solaire est alimentée avec beaucoup de lumière, donc 8 soleils, le circuit fonctionne parfaitement comme si on l'alimentait avec une alimentation traditionnelle. Quand on réduit l'alimentation, c'est-à-dire même jusqu'à 0,08 soleil, ce qui est très peu de lumière, en fait, ce qui est très intéressant avec ce genre de circuit, c'est qu'on s'attendrait vraiment le circuit numérique, quand il n'y a plus assez d'énergie, normalement, il s'arrête de fonctionner. Là, on a choisi des designs tellement robustes qu'en fait, le circuit continue de fonctionner, mais il commence à faire des erreurs justement sur ces opérations avec la mémoire. Et donc, ce qu'on voit, c'est des taux d'erreur. Donc, ce qui est appliqué ici, c'est des mesures expérimentales avec des taux d'erreur. On voit quand on a une préactivation proche de zéro, donc c'est les calculs, on va dire, les plus prônes aux erreurs, on a des erreurs qui commencent à apparaître. Mais en fait, comme c'est de l'intelligence artificielle, c'est un peu différent des circuits numériques normaux où quand on a des erreurs, c'est la fin du monde. Et c'est ce qu'on voit ici quand on regarde une vraie application. Donc voilà, on est sur une preuve de concept, donc c'est de la reconnaissance de chiffres. On voit que quand bien même on a des erreurs, par exemple, le taux de reconnaissance sur reconnaissance des chiffres manuscrits diminue, mais finalement pas tant que ça. L'intelligence artificielle a une sorte de tolérance naturelle, même si on a des erreurs, ça fonctionne à peu près. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de regarder quels sont ces chiffres où le circuit fait des erreurs. Et on se rend compte, en fait, en regardant cette représentation de Tisney, les points noirs, c'est les points où justement le circuit fait des erreurs à faible illumination, alors qu'il n'en faisait pas à forte illumination. C'est typiquement des points qui sont sur le bord de Tisney, qui suggèrent qu'en fait, c'est les cas les plus difficiles. En gros, en disant quelque chose d'outrageux au niveau mathématique, c'est comme si l'IA devenait un peu moins intelligente. Quand il n'y a plus beaucoup d'énergie, elle arrive encore à faire les cas les plus simples, mais les cas les plus subtils peuvent avoir des erreurs. Donc c'est vraiment un peu une nouvelle manière de faire ce genre de circuit. Donc cette approche-là de calcul vraiment proche mémoire s'applique très naturellement au réseau de neurones, mais pas uniquement. On l'a aussi appliqué à d'autres types d'intelligence artificielle, et en particulier au raisonnement bayésien, donc c'est-à-dire en gros l'inférence sur les réseaux bayésiens, c'est-à-dire faire de l'IA à partir de la loi de Bayes, donc qui est un type d'IA vraiment beaucoup plus qui est adapté pour des situations vraiment small data, où on a de la connaissance expert et pas le genre de données qu'on peut avoir pour entraîner des réseaux deep. Donc là, on a cet autre circuit. Donc on retrouve vraiment la même idée avec des petits blocs mémoire et le calcul qui est autour, qui fait du raisonnement bayésien. Donc là encore, hein, comme le circuit précédent, c'est une collaboration avec beaucoup de laboratoires et ici également la start-up qui est locale Hawaii.tech. Là, ici, donc, comme on a un calcul qui est à base de probabilité, parce que c'est du raisonnement bayésien, on utilise un type de calcul extrêmement particulier qui s'appelle le calcul stochastique, qui est parfaitement adapté à faire des calculs sur les probabilités, avec cette même idée que les paramètres sont vraiment localisés au plus proche de l'endroit où sont faits le calcul pour sauver de l'énergie. Et donc, par exemple, ici, on économise un facteur 1000 par rapport à des tâches équivalentes, qui sont des tâches simples. On est sur une petite IA effectuée sur un microcontrôleur. Donc, bon, voilà un petit peu en détail l'idée de comment ça marche. Je crois que si vous avez des questions, vous pourrez venir vers moi. Quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup maintenant, c'est comment intégrer ce genre d'accélérateur dans des systèmes de calcul un peu plus traditionnels, puisque dans une application, on aura forcément besoin, ces accélérateurs sont extrêmement spécialisés, on aura forcément besoin d'un aspect programme. Donc ça, c'est une activité qui se fait en lien avec le PEPR électronique. On travaille vraiment comment on fait l'interface, le réseau sur puce, pour s'intégrer à des systèmes de calcul. On a déjà fait des prototypes comme ça, qui nous permettent un peu d'imaginer, par exemple, une situation où on aurait l'accélérateur qui tourne en permanence, qui surveille en quelque sorte un capteur, l'environnement, et quand cet accélérateur qui ne consomme quasiment rien détecte quelque chose d'intéressant, il serait capable de réveiller un système de calcul traditionnel pour analyser ce qui se passe et prendre des actions. C'est un peu le genre d'application vraiment edge qui pourrait être possible avec ce type d'intelligence artificielle. Donc,
voilà pour cette partie numérique. Maintenant, je vais vous montrer des choses, on va aller de choses de plus en plus radicales, le retour un peu de l'analogique dans ce type de recherche. Puisque en fait, ces petites mémoires permettent aussi quelque chose qui est tout à fait impressionnant, qui est de faire les calculs de réseaux de neurones de manière quasiment intrinsèque. Et ça se passe quand on met une matrice de memory store, comme j'ai schématisé ici. Donc on voit par exemple ici, si j'ai des... puisqu'en fait, on peut les programmer conducteurs, isolants, mais on peut aussi les programmer partout au milieu. Donc la conductance, qui est l'inverse de la résistance de ces mémoires, je vais les appeler poids synaptique W, pour des raisons qui vont être évidentes. Et vous voyez, dans ma matrice, si par exemple, j'ai des fils horizontaux, et ces fils horizontaux, la tension qui est appliquée, c'est les entrées, S1, S2, S3. Si on regarde ce qui se passe au niveau d'un memory store, le courant qui va passer dans le memory store, ça va être le produit entre cette tension et la conductance du memory store, donc le poids synaptique qu'il représente. Et ensuite, tous memory stores sont connectés à un fil vertical. Donc, du fait de la loi de Kirchhoff de courant, qui s'appelle la loi des nœuds en français, tous ces courants vont se sommer. Et donc, le courant qui arrive sur le fil vertical, c'est l'équation qu'on a ici. Donc, vous voyez ce qui se passe quand on met une matrice de memory store, tout naturellement, juste la loi d'Ohm et la loi des nœuds implémentent l'équation de base d'un réseau de neurones. Et ça se passe en analogique, complètement grâce à la physique du composant à l'intérieur de la mémoire. Donc là, on est vraiment dans le summum du calcul en mémoire. On n'a même plus vraiment besoin de circuits autour. Tout se passe dans le calcul en mémoire. On va être a priori ultra efficace en énergie. Et ça a vraiment ce schéma, ça a vraiment donné une sorte de remotivation sur le calcul analogique dans le domaine de la microélectronique autour de l'intelligence artificielle. Donc voici, ça c'est un circuit qu'on a fait avec l'IM2MP et le LETI qui implémente vraiment cette idée. Donc on a fait deux matrices comme celle-là. Évidemment, ça c'est un cartoon. Quand on le fait en électronique, on a besoin de tout un tas d'autres choses et de compensation et de machin pour que ça marche vraiment. Mais on l'a fait, ça marche effectivement. Donc là, c'est quand même une application petite échelle. On utilise deux matrices comme ça pour faire deux couches d'un réseau de neurones qu'on a pu programmer pour détecter des arythmies dans des battements, des battements de cœur. Et donc, ce qui est appliqué à droite, c'est nos mesures. L'expérience, c'est le taux de reconnaissance sur la reconnaissance de différents types d'arythmies en fonction du nombre, puisqu'on est en analogique. Donc, un choix important, c'est le nombre de niveaux qu'on peut programmer dans Memory Store. Donc, c'est tracé en fonction du nombre de niveaux qu'on a utilisés. On voit que le maximum qu'on peut faire, c'est 9 niveaux. Au-delà de ça, on n'augmente pas la précision du réseau de neurones. C'est quelque chose qui est vu assez souvent. Typiquement, ces composants, on est dans des précisions autour de 3 bits. Donc ça, c'est notre démonstration, qui est quand même petite échelle. Nouveauté depuis pas longtemps, la recherche industrielle s'est complètement saisie de cette idée et il y a des démonstrations extrêmement impressionnantes que par exemple IBM ou Nvidia viennent de sortir. Donc là, je vous montre ce qui est l'état de l'art. Donc c'est un article que IBM a publié dans Nature l'année dernière. Donc c'est un circuit avec 35 millions de mémoires à changement de phase, donc un type de memory store. Et ils l'ont programmé pour faire vraiment une application de traitement de reconnaissance et de transcription de la parole, qui est une vraie application sur un benchmark standardisé de Edge-IA, et ils ont des accuracies qui sont compétitives, qui sont tout à fait exigées par ces benchmarks. Et impressionnant, donc la consommation énergétique du circuit est 14 fois plus basse que n'importe quelle autre solution qui existe avec des technologies traditionnelles, sachant que c'est vraiment un prototype qui a de très nombreuses inefficacités. Donc sur un circuit vraiment optimisé, il y aurait le potentiel de faire vraiment radicalement mieux. Malgré tout, ces choses-là, ce n'est pas facile à faire. Et le vrai challenge, c'est que ces petites mémoires, nanocomposants qui fonctionnent en bougeant des atomes, sont très très loin d'être parfaites. Donc là, par exemple, voici des mesures brutes qu'on fait sur la technologie LETI qu'on utilise de Memory Store oxyde d'hafnium. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est qu'on programme un Memory Store avec différents courants, donc pour programmer différentes valeurs de conductance, et on vous montre la statistique des conductances qu'on a effectivement programmées dans le Memory Store. Et vous voyez que c'est très large. Les composants sont très imparfaits. Quand on programme le même composant, même plusieurs fois, ou différents composants, on obtient à chaque fois une conductance un petit peu différente. Et donc, c'est tout le challenge quand on a avec ces composants. Il faut trouver des moyens de combattre ce caractère aléatoire qui vient vraiment du fait que ça fonctionne en bougeant des atomes, qui n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler parfaitement. Donc, par exemple, ce qu'on fait, ce que IBM fait dans les travaux que je vous ai montrés, c'est d'utiliser différentes stratégies de programmation, notamment, en fait, littéralement,
on fait ce qu'on appelle Program and Verify. Donc, on programme, on mesure. Si c'est ce qu'on voulait, on est bon. Si ce n'est pas ce qu'on voulait, on essaye encore. Et donc, c'est en faisant ça, vous voyez qu'avec ce type de boucle, ben, on arrive à avoir des distributions où les niveaux sont séparés. Mais ça, c'est la stratégie la plus simple. Dans nos travaux, comme dans ceux d'IBM, on sort en fait des choses plus subtiles, plus compliquées, qui fait que programmer ces composants en analogique est en fait quelque chose de véritablement compliqué. Surtout si on veut que la programmation soit effectivement stable sur des mois. On y arrive, on arrive à avoir des réseaux qui gardent leur performance pendant 2 mois, mais c'est tout un travail. Et c'est là qu'on a dit, peut-être qu'on n'utilise pas ces composants de la manière la plus naturelle. Parce qu'il existe, et c'est là que je veux vraiment montrer aussi les bénéfices du lien entre ces recherches un peu hardware et les questions plus algorithmiques, il existe un type de réseau de neurones, à savoir les réseaux de neurones bayésiens, où on veut que les synapses soient des variables aléatoires. Donc les réseaux de neurones bayésiens, c'est des réseaux où les synapses sont des variables aléatoires qui suivent une certaine distribution de probabilité. Et du coup, les neurones sont aussi des variables aléatoires. Et le résultat est une variable aléatoire. Et comme nous, on a des composants qui, en vrai, se comportent largement comme des variables aléatoires, on s'est dit, peut-être que plutôt que de lutter ce côté aléatoire, pourquoi pas l'assumer complètement et utiliser nos composants pour faire ces réseaux de neurones bayésiens. Pourquoi c'est intéressant ? Bon, là, j'avais une petite animation, mais je vais vous décrire. En fait, les réseaux bayésiens peuvent résoudre un problème qu'ont les réseaux de neurones traditionnels, c'est qu'ils sont extrêmement en difficulté quand on les teste avec des données qui ne ressemblent pas à ce qui était dans la base d'entraînement. Si par exemple, on a entraîné un réseau de neurones à reconnaître des chats et des chiens, si on met une image de chat, il va être très très performant à reconnaître les chats, évidemment. Mais si on présente une image de girafe, très typiquement, le réseau de neurones risque de prédire un chat ou un chien avec un degré de certitude très élevé. Les réseaux bayésiens, comme justement toutes les synapses, toutes les variables en vérité sont des variables aléatoires et on est dans le monde bayésien, ce caractère aléatoire représente la certitude à propos des choses, sont bien meilleurs à représenter l'incertitude des prédictions. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, d'un réseau de neurones entraîné chat-chien, ils seront capables de prédire, de dire que je ne sais pas ce que c'est. Et donc, on s'est dit, là, les réseaux de neurones pourraient... Le problème, c'est que ces réseaux bayésiens nécessitent beaucoup de ressources à être implémentés en edge normalement. Là, en utilisant vraiment ce caractère aléatoire physique des composants, on pourrait faire ces réseaux bayésiens de manière moins coûteuse. Donc, on l'a fait. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans ce premier travail, on a utilisé notre circuit qui permet de faire des réseaux de neurones analogiques, mais au lieu de le programmer une seule fois, on le réplique et on l'a même programmé 50 fois. Et donc, du coup, comme les memristors agissent comme des variables aléatoires et que cette fois, on n'a pas du tout essayé de combattre cet effet, chacune de ces matrices mémoire, les memristors vont être programmés avec un poids différent. Et donc ensuite, quand on présente une entrée aux 50 réseaux de neurones, on va avoir 50 sorties et donc une distribution de réponses. Donc pour faire ça, évidemment, c'est un challenge et il y a besoin vraiment d'un lien entre la recherche algorithmique physique parce que, évidemment, le caractère aléatoire des memristors ne correspond pas nécessairement à celui qu'on a besoin pour le réseau de neurones. Donc le réseau de neurones doit être entraîné d'une manière particulière. Donc on utilise une technique classique de l'entraînement des réseaux bayésiens qui est la variational inference, mais on y a ajouté un terme à la fonction de loss spécifique pour qu'il soit adapté aux propriétés des memristors. Et alors là, comment ça marche en pratique ? Donc du coup, quand on présente un battement de cœur, il peut y avoir une situation où tous les réseaux de neurones font la même prédiction. Donc là, par exemple, c'est une arythmie de type 1. Donc là, on a une prédiction certaine. Mais il y a des fois, on présente un battement de cœur et on a les 50 réseaux de neurones qui font une réponse où ils hésitent, mais ils hésitent de manière cohérente. Et là, c'est la signature de ce qu'on appelle une incertitude de type aléatorique. Ce qui est qu'en fait, très probablement, on a un battement de cœur qui est littéralement un hybride entre ces deux types d'arythmie. Mais le cas le plus intéressant, ça arrive des fois, on a une situation où les différents réseaux de neurones font une prédiction différente. Et ça, en fait, ça correspond au cas, vraiment ce que j'appelais le cas girafe précédemment, c'est un cas d'un battement de cœur qui ne ressemble à rien qui était dans la base d'entraînement. Et là, en un sens, chacun de ces réseaux de neurones
c'est une sorte d'interprétation des données d'entraînement, et chacun va faire une interprétation différente de ce que pourrait être ce battement de cœur. Et donc, il donne chacun une prédiction différente. Et donc, c'est le signe de ce qu'on appelle une incertitude épistémique. Donc ça, c'était un peu le cartoon. Donc, on l'a fait expérimentalement avec nos 50 heurets. Donc, à droite, on a nos résultats expérimentaux où on quantifie l'incertitude épistémique. Donc, c'est justement ce degré donc déjà, ce degré un peu d'incohérence entre les sorties des différentes mémoires. Et on voit que quand les cas où le réseau de neurones donc on a une accuracy brute de 79%, et les cas où le réseau de neurones avait fait la bonne prédiction, qui sont les cas bleus, en général, l'incertitude est très basse. Il y a quelques cas où l'incertitude est plus élevée, le réseau de neurones n'était pas sûr de lui. Par contre, dans les cas orange où le réseau de neurones a fait une prédiction incorrecte, l'incertitude est toujours élevée. C'est-à-dire que le réseau de neurones n'était jamais sûr de lui. Et dans les cas où on a intentionnellement présenté un type d'arythmie qui n'était pas dans le training dataset, on a une incertitude épistémique qui est extrêmement élevée, qui est vraiment le signe de le réseau de neurones nous signale qu'il ne sait pas du tout ce que c'est. Et quand on compare un réseau de neurones classique, qui est le graphe de gauche, il a une accuracy brute de 80% qui est très analogue. Le réseau de neurones brut arrive à différencier typiquement les cas corrects et incorrects un peu de la même manière que le réseau bayésien. Par contre, les cas vraiment donnés qui ressemblent à rien dans le dataset, il tend à mettre une incertitude extrêmement basse, qui est vraiment là qu'on a un vrai bénéfice du bayésien. Donc voilà pour tous ces travaux un peu. Donc évidemment, on est dans la preuve de concept. Hein. On est dans montrer une nouvelle voie pour faire l'IA et différentes manières d'utiliser ces composants. Donc maintenant, je vais parler des choses qui sont plus ce qu'on veut faire maintenant, et tout particulièrement en lien avec le PEPR IA. Puisque tous les systèmes que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'est des systèmes d'inférence. C'est-à-dire qu'on préprogramme un réseau de neurones ou une inférence pour faire une tâche sur un hardware, et ensuite on peut faire cette tâche avec une énergie extrêmement faible. Et c'est le cas quand même aujourd'hui de la très grande majorité de la littérature sur ce sujet, et tout particulièrement tous les développements industriels. Il serait intéressant également de pouvoir faire de l'apprentissage avec les nanocomposants. Ce serait intéressant parce qu'on a dit que l'apprentissage, ça consomme énormément d'énergie, mais aussi, il me semble que ça pourrait ouvrir des applications tout à fait nouvelles. Donc, par exemple, dans le cas que j'avais donné au début, un peu de la prédiction d'épilepsie, on a un double problème avec une IA préprogrammée. C'est que, typiquement, les signatures d'épilepsie vont être extrêmement dépendantes d'un patient à l'autre. Et d'autre part, elles peuvent évoluer au cours de la vie d'un patient. Et donc, on aimerait vraiment que cet implant qui sait prédire l'épilepsie soit capable de s'adapter au patient et de s'adapter à l'évolution du patient. Et donc, il y aurait un énorme bénéfice à ce que cet implant soit capable d'apprendre, d'autant plus que ça pourrait lui donner une sorte d'autonomie, de ne pas être trop dépendant des clouds, de l'externe, de pouvoir fonctionner de manière évoluer de manière plus autonome, ce qui me semble aussi être important par rapport aux problématiques de confiance qu'on a mentionnées ce matin. Évidemment, actuellement, c'est totalement de la science-fiction parce que l'apprentissage consomme énormément d'énergie, d'autant plus quand on parle d'un réseau assez complexe comme ceux qu'il faudrait utiliser ici. Mais voilà. Pourquoi, actuellement, on n'arrive pas à faire de l'apprentissage avec du calcul en mémoire ? En fait, si on prend la rétropropagation du gradient, donc qui est vraiment la technique canonique pour apprendre du réseau de neurones, bon, j'ai juste écrit les équations de manière très simpliste ici sur un réseau très simple, on voit que dès qu'on s'éloigne de la sortie, on se retrouve avec des équations dans lesquelles les mises à jour qu'on doit faire sur les poids pour faire de l'apprentissage ont des facteurs qui vont dépendre de paramètres qui sont stockés sur l'ensemble du réseau. Et ça, c'est bien sûr complètement contradictoire avec l'idée du calcul en mémoire. Tous les circuits de calcul en mémoire que je montrais jusqu'à présent, l'idée, c'est que les calculs ne doivent dépendre que de données qui sont effectivement proches de l'endroit où on fait les calculs. Donc pour l'inférence, c'est parfait, on fait des multiplications matrices vecteurs, mais pour l'apprentissage, ça ne marche pas, puisqu'une update de poids a besoin des paramètres qui sont de l'autre côté. Donc on a vraiment besoin, en quelque sorte, d'accéder à la mémoire de l'autre côté. Donc
il y a tout un tas de recherches qui sont faites pour réussir à accélérer ou à faire la rétropropagation du gradient en consommant moins d'énergie avec des hardware dédiés. Et je pense qu'il y en a beaucoup même dans ce PEPR. Moi, je vais vous parler de ce qu'on regarde, qui est vraiment l'approche la plus radicale, qui est d'essayer de faire vraiment l'apprentissage différemment en s'inspirant un petit peu dans la manière dont le cerveau fait l'apprentissage. Puisque le cerveau, lui, est un système de calcul en mémoire. Donc le cerveau, lui, a trouvé un moyen de faire l'apprentissage sans utiliser, en tout cas directement, ce genre d'équation. Évidemment, on ne sait pas comment le cerveau apprend, c'est un des plus grands mystères de la science. Il y a un modèle ancien, extrêmement classique de l'apprentissage dans le cerveau, qui est la règle de Hebb, l'idée que les synapses mettent à jour leur poids en regardant l'activité des deux neurones auxquels elles sont connectées. Et même la loi de Hebb, c'est le fait que les synapses mettent à jour le poids par rapport au produit des activités des deux neurones où elles sont connectées. Ce modèle, qui est vraiment justifié même par des mesures qu'on peut faire en biologie, on sait qu'il est totalement simpliste. Les modèles vraiment informatiques à la base de la loi de Hebb n'arrivent pas à apprendre des choses extrêmement sophistiquées. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux développements qui peuvent vraiment changer un peu notre idée là-dessus. Et nous, ce qu'on travaille ces dernières années, et donc qui est aussi un des axes de développement dans le projet Émergence, dont je crois que Gilles va parler juste après, c'est une théorie qui vient du groupe de Yoshua Bengio, je ne pensais pas la peine de présenter, qui s'appelle la propagation de l'équilibre, qui est un type d'apprentissage qui est en quelque sorte inspiré par la physique. Donc on sent une sorte de lien, parce qu'on veut le faire avec la physique, et l'algorithme lui-même vient de la physique, qui fait une sorte de pont entre le monde de la rétropropagation du gradient et le monde de la loi de Hebb de l'apprentissage. Donc c'est adapté pour des réseaux de neurones vraiment basés sur une énergie, donc un peu dans le style de ce qu'étaient les réseaux de Hopfield. Donc voici typiquement une fonction d'énergie type Hopfield qui est classique dans les travaux sur la propagation de l'équilibre, mais la propagation de l'équilibre n'est absolument pas liée à cette énergie-là. J'ai un facteur ρ qui est une sigmoïde comme une fonction d'activation, mais qui n'est pas non plus un fondamental de ça. Et l'idée de ces réseaux qu'on utilise en propagation de l'équilibre, c'est qu'on a un réseau de neurones qui va être un système dynamique, et donc un système dynamique qui obéit en fonction de cette énergie. Et donc, en fait, quand on applique une entrée, c'est-à-dire quand on clampe les entrées, ce système dynamique va converger vers un équilibre. Et ensuite, on regarde la sortie du réseau de neurones à cet équilibre. C'est la réponse du réseau de neurones. Et ce genre de réseau de neurones est très intéressant pour l'apprentissage parce que Yoshua Bengio a proposé une manière tout à fait intéressante de l'apprendre, qui est qu'une fois que le réseau de neurones a convergé, on peut nudger le réseau de neurones vers la bonne réponse. Donc on parle ici d'apprentissage supervisé. Et la manière de nudger, c'est de rajouter une petite énergie à l'énergie du réseau qui va en fait le donner comme une sorte de pitchonnette pour favoriser la bonne réponse. Et ça va un peu faire rebouger le système dynamique qui va converger vers un nouvel équilibre. Et l'idée de l'apprentissage, ensuite, c'est de comparer l'état du réseau de neurones à l'équilibre, au premier équilibre et au deuxième équilibre. Et là, donc, il y a des maths pas du tout compliquées à faire, puis je ne vais pas vous faire ici quand même, c'est pas adapté, qui montrent que si on compare les deux équilibres et que je compare donc le produit, si je regarde par exemple deux neurones IIJ et que je regarde le produit de l'activité des deux neurones au deuxième équilibre, donc l'équilibre nudged, par rapport au produit de l'activité des deux neurones au premier équilibre, l'équilibre libre, et que je bouge ensuite ma synapse de cette valeur, en fait, c'est équivalent à faire une rétropropagation du gradient classique d'un réseau de neurones. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, dans les propagations d'équilibre, on se retrouve avec une règle d'apprentissage qui est complètement locale, puisque la mise à jour qu'on doit faire sur une synapse ne dépend que de l'activité des deux neurones auxquels la synapse est connectée, mais qui ensuite est équivalent à la rétropropagation de l'équilibre, qui est une application non locale. Et ça, bien sûr, ce serait complètement adapté à être fait avec du calcul en mémoire. Et donc, c'est même en plus très naturel, c'est-à-dire qu'on voit que si, quand on nudge le réseau de neurones vers la bonne réponse, le produit est plus fort quand on ne nudgeait pas, c'est que la synapse devrait être plus forte, et si c'est l'inverse, c'est que la synapse devrait être plus faible. Donc c'est très naturel et c'est très justifié mathématiquement. Donc c'est extrêmement élégant, ça semble résoudre tous les problèmes. Effectivement, en fait,
C'est évidemment pas le cas, sinon tout le monde le ferait. Donc on travaille sur cette question d'un point de vue théorique depuis plusieurs années. Donc c'est avec le groupe de Julie Grolier. Et on a travaillé aussi là-dessus directement avec Yoshua Bengio et son étudiant. Et donc on a atteint différents milestones. Donc on a déjà montré que cette équivalence avec la backprop est encore plus profonde que ce qu'on imaginait, parce qu'il y a même une équivalence avec la backpropagation through time, donc même sur la dynamique elle-même du réseau de neurones. On a montré un problème qu'avaient ces réseaux de neurones, c'est qu'ils marchaient parfaitement en théorie, mais pas si bien en pratique. Ils n'arrivaient pas à passer vraiment au deep learning, ils n'arrivaient même pas à faire du CIFAR10. Donc ça, maintenant, c'est compris. Il y a une raison purement numérique là-dessus, et ça permet de mieux comprendre vraiment les racines de comment ça marche. On a aussi adapté au cas de réseaux quantifiés, montré qu'on pouvait apprendre des réseaux binaires là-dessus. Donc on en est enfin à un point où on atteint un certain degré de compréhension de cet algorithme, qui nous montre aussi que l'article initial de Yoshua Bengio n'est pas une religion, quoi. C'est-à-dire que ça montre une certaine manière de voir, mais elle doit quand même être adaptée quand on l'applique en pratique et quand on l'applique au système physique. Donc ce qu'on va faire dans les projets émergents, ce ne sera pas forcément littéralement l'article de Yoshua Bengio initial. Donc on a enfin maintenant des vrais systèmes, puisque vraiment, là, on est dans quelque chose qui est lié à la physique. C'est intéressant pour entraîner des systèmes physiques. C'est probablement pas de sens de faire de la propagation de l'équilibre pour un système numérique, parce qu'on a besoin de cette dynamique qui peut venir très naturellement d'un système physique, mais qui n'est pas naturel à faire dans un système numérique. Donc ça, c'est un travail du groupe de Julie Grolier, qui est sous presse actuellement. Ils ont utilisé la propagation de l'équilibre pour entraîner une machine quantique. Donc c'est une machine D-Wave, donc c'est pas à proprement parler un ordinateur quantique, c'est plus, mais en l'occurrence, c'est un système quantique qu'il a utilisé pour faire des machines d'easing. Et donc la fonction d'énergie de ce système peut parfaitement s'intégrer dans une logique de propagation de l'équilibre. Et donc ils l'ont utilisé pour l'apprendre à faire de la reconnaissance de chiffres, un peu, donc là encore dans la preuve de concept. Et les résultats expérimentaux vraiment sur la machine sont même légèrement au-dessus de ce qui était possible en simulation. Bon, on ne va pas aller dans les détails, c'est un détail. On a commencé également à appliquer ces techniques de propagation de l'équilibre sur nos petites mémoires, sur nos memory stores. Donc là, on atteint un vrai challenge, puisque maintenant, quand on fait de l'apprentissage, l'idée n'est plus vraiment de programmer des niveaux très nets dans la conductance des memory stores, mais d'ajuster progressivement la conductance des memory stores pour suivre les updates qui viennent de l'apprentissage. Donc, c'est compliqué à faire avec nos memory stores, parce que nos memory stores fonctionnent quand on les programme en bougeant des atomes. Comme j'ai mentionné déjà avant, c'est un processus qui est extrêmement imprécis. Donc, on utilise un régime particulier de memory store qui est représenté ici, où quand j'applique différents pulses de voltage, de tension, on est capable de réduire très progressivement la conductance du memory store. Mais vous voyez aussi que ce n'est pas du tout du float 32. On a quelque chose d'extrêmement bruité et en plus extrêmement variable. D'un memory store à l'autre, ces courbes ne sont pas du tout équivalentes. Mais malgré tout, donc on applique la théorie on applique la propagation de l'équilibre là-dessus pour faire de l'apprentissage. Et voici le genre d'accuracy sur MNIST qu'on peut avoir. Pas exactement satisfaisant d'un point de vue du deep learning, d'avoir 91% d'accuracy sur MNIST, avec une baseline logicielle qui est 98%, mais malgré tout relativement impressionnant quand on voit l'imprécision du matériel qu'on utilise pour faire ça. Et donc, on va vraiment pousser ça. On cherche aussi notamment éventuellement à faire des liens avec les travaux bayésiens qui sont particulièrement adaptés au memory store. Je pense aussi que c'est relativement clair que cette technologie de mémoire aura ses limites pour faire. Elle est adaptée pour faire l'inférence, mais elle a ses limites pour faire l'apprentissage. Donc là aussi, on a un développement qui est dans le PEPR électronique, qui est vraiment développé maintenant des technologies mémoire, pas pour l'inférence, mais vraiment spécifiquement pour l'apprentissage. Et je pense que c'est aussi un point vraiment de convergence très intéressant avec le PEPR IA. Donc voilà qui permet de conclure mon exposé. Donc je voulais vraiment montrer qu'avec ces nouveaux composants mémoire, on a un potentiel de vraiment réinventer la manière dont on fait l'électronique pour avoir des gains qui sont vraiment colossaux.
colossaux. On n'a pas encore de TPU en calcul en mémoire avec des memory stores. On est encore dans une mémoire relativement émergente, mais qui est en train de bouger extrêmement radicalement, puisqu'en tout cas, la partie inférence, maintenant, les industriels s'en sont saisis. Et donc, voilà, on voit ces démonstrateurs qui sont en train d'arriver. Donc, nous, au niveau recherche amont, on essaye vraiment de respecter au mieux la physique des composants qu'on utilise. Et donc, on voit que ces memory stores peuvent être utilisés vraiment dans une grande variété de manières. Je mets le stress sur cette partie bayésienne parce que c'est vraiment, il me semble, une manière vraiment qui respecte le composant, qui est vraiment naturelle avec le comportement du composant et qui, en plus, peut nous apporter une aide pour aller vers une intelligence artificielle de confiance, qui est vraiment un problème difficile de lier à aujourd'hui. Donc, on a une sorte de convergence entre différentes problématiques. Donc, nos grands challenges, qui sont, je pense, vraiment communs au PEPR électronique et IA maintenant, ça va être de vraiment passer à l'échelle et aussi de réussir à faire l'apprentissage sur puce, qui est vraiment pas uniquement un problème technique, mais vraiment un problème algorithmique. Et j'ai envie d'en parler avec vous. Et je pense vraiment, ce qu'on a vu ces dernières années, un intérêt énorme à faire une recherche là qui est décloisonnée ou qui associe les différents éléments de l'algorithme jusqu'à la physique. Donc tous les travaux que je vous ai montrés, c'est des travaux collaboratifs. On est vraiment, on est dans la recherche interdisciplinaire qui a besoin de tout. Donc entre mon équipe OC2N, mais aussi le CEA-Leti, l'IM2MP, l'IPVF pour les cellules solaires, l'ISIR et la startup Hawaii Poitec sur les algorithmes bayésiens, le MILA sur la propagation et le laboratoire Albert Fert avec Julie Grolier sur la propagation de l'équilibre. J'ai couvert ce que je peux faire, donc je vous remercie pour votre attention. Est-ce que nous avons des questions dans l'Assemblée? Oui. Excusez-nous, on a un... Non ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Sur un des slides, vous avez présenté le démonstrateur de IBM. Il est arrivé pour du speech-to-text autour de 10 TOPS par watt. Alors, je ne vais pas débattre sur le TOPS par watt parce que peu importe. Aujourd'hui, la plupart des puces qu'on voit dans le commerce, les dernières qui ont été présentées par exemple au CES, elles sont déjà au-delà de 10 TOPS par watt, voire 50. On voit arriver des puces, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il a été annoncé une puce en spiking à 100 TOPS par watt. Oui. Ce type de recherche, est-ce que le potentiel nous a amené jusqu'à, 1000 TOPS par watt, rêvons? Parce que sinon, si c'est pour avoir, en tant qu'industriel, si c'est pour avoir le même niveau de performance qu'on a aujourd'hui, on ne va pas tout casser l'écosystème software, pour être assez clair, quoi. Je vous remercie pour votre question. Un point que j'avais hésité à intégrer dans la présentation. Le TOPS par watt est un problème pour le calcul en mémoire. Donc, le TOPS par watt a de multiples problèmes. Donc, le problème 1, c'est qu'il est toujours reporté sur une performance de pic qui n'est jamais réaliste et qui, des fois, peut être dramatiquement évoluée de l'application. Donc là, en l'occurrence, bon, ce n'est pas ma recherche, mais pour les défendre, ils ont du TOPS par watt réel, vraiment tout compris. Et en particulier, le TOPS par watt est du TOPS par watt qui est basé sur, en général, dans les accélérateurs classiques, qui est vraiment basé sur le calcul lui-même. Et donc, quand on passe à l'application complète, se rajoute le chargement des paramètres dans la mémoire principale, qui, dans un système de calcul en mémoire avec des mémoires complètement intégrées, est inexistant, puisqu'on va être dans des systèmes weight stationary avec des poids qui sont programmés et qui ne bougent jamais. Donc, c'est vrai que nous, maintenant, quand on regarde les travaux, par exemple, typiquement ce travail d'IBM, un autre, ou d'autres travaux architecturaux des gens qui aiment le calcul en mémoire weight stationary, on voit qu'effectivement, c'est assez logique, en fait. Quand la mémoire est complètement intégrée, on doit monter un petit peu le TOPS par watt par rapport à un accélérateur qui ne va inclure vraiment que le calcul. Mais quand on regarde la tâche complète,
du début, c'est-à-dire de l'allumage à la fin, des gains en énergie assez colossaux. Donc c'est vrai que nous, on essaye de défendre vraiment l'énergie sur une application complète, ce qui est quand même un challenge de domaine aussi, vu que comme on est sur des preuves de concept, on n'a souvent pas une application complète de prête. Mais moi, c'est vrai que, en tout cas, je mets vraiment en garde les tops par watt sur les accélérateurs les plus radicaux, pas uniquement pour le pic, mais vraiment pour cette question de tâche complète. Merci Damien. D'autres questions? Merci pour cette présentation. C'est vraiment fascinant de voir l'évolution sur les memory stores. Il y a quelques années, c'était quelques dizaines de memory stores. Là, on est à plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs millions. Donc, il y a un passage à l'échelle qui a vraiment été fulgurant, je trouve, ces dernières années et qui montre que le problème, on critique souvent les problèmes des réseaux de neurones, la consommation énergétique des réseaux de neurones. Là, tu montres de façon flagrante que ce n'est pas le problème des réseaux de neurones, c'est le problème de faire des réseaux de neurones sur des machines de Turing-von Neumann. C'est ça le vrai problème qui crée toute cette débauche de consommation énergétique. J'avais une petite question par rapport à tes premières présentations sur les memory stores 8K. Quand tu dis qu'ils sont binarisés, c'est une contrainte? Tu es obligé d'utiliser des réseaux de neurones binarisés ou tu peux l'utiliser aussi sur des réseaux de neurones qui ont une sortie analogique? Donc notre circuit est complètement dédié binarisé, c'était notre choix. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça nous permet de faire vraiment cette stratégie où on intègre vraiment le plus de calculs au cœur de la mémoire. Et c'est aussi, ça aide à avoir cette robustesse extrême du circuit. Le concept lui-même est complètement transposable sur des réseaux basse précision non binarisés. Et il y a des démonstrateurs un petit peu similaires avec des précisions un peu plus jusqu'à 8 bits. Et le résultat en tops par watt, exactement comme on discutait avant, c'est-à-dire que par rapport à un accélérateur ultra dédié calcul avec mouvement les poids non stationnaires, la valeur tops par watt peut être un peu plus élevée. Par contre, sur l'application complète, beaucoup plus favorable. Merci. Merci pour la présentation, Adrien Lèbre, INRIA. Moi, je ne suis pas du domaine, je suis plus du système distribué. Je vais parler tout à l'heure justement à la table ronde sur cet aspect système distribué. Vous avez donné des ordres de grandeur au départ qui sont plutôt hallucinants, notamment sur le modèle ChatGPT et puis le nouveau modèle de Google. Et puis vous nous avez montré votre POC avec, je crois qu'il y avait 4 x 8K en termes de cellules, on va dire, dans ma vulgarisation. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur? En fait, combien de chips il me faut comme ça si demain je veux pouvoir faire des choses similaires à ChatGPT ou à des choses comme ça? En l'état, c'est pas... Et mon objectif de mettre ces chiffres sur ChatGPT n'était pas de dire qu'on est capable de faire ChatGPT avec des technologies de calcul en mémoire, mais de montrer qu'il y a une inefficacité sur la manière dont fonctionne l'IA. Donc actuellement, c'est hors de question, puisque là, on est vraiment dans une logique de poids stationnaire. Donc ce qu'on cible vraiment, c'est les applications Edge avec des IA plus raisonnables avec des nombres de paramètres beaucoup plus raisonnables que ChatGPT. Donc, si on veut, comment on va aller passer à l'échelle et on va dire quand ces technologies vont vraiment mûrir. Donc, actuellement, les plus grosses, avec ce type de composants, on va être dans le gigabit, pas gigaoctet. Mais bon, ça continue à progresser. Notamment, maintenant, ces technologies commencent à passer en 3D, c'est-à-dire qu'on peut les empiler les unes sur les autres. Donc, avec ça, on va pouvoir aller vers des capacités énormément plus élevées. Donc, si on veut aller vers un transformer avec du calcul vraiment en mémoire, on se retrouve avec une situation avec les couches fully connected qui vont être extrêmement favorables par rapport à un calcul en mémoire. Et par contre, les mécanismes d'attention, qui, un peu comme la backprop, ne correspondent pas très naturellement à un calcul en mémoire. Donc, ce que j'imagine, si un jour on en est au point de pouvoir faire vraiment le même histoire avec les calculs comme ça, c'est d'avoir les couches fully connected
faite comme ça en calcul en mémoire, et par contre une sorte d'accélérateur d'attention qui est un circuit avec beaucoup plus de mouvements de données, spécialement pour ces couches. Et ça risque d'arriver relativement rapidement parce que au début, moi, je croyais que les transformers, c'était vraiment ChatGPT, ce genre de méga applications. Maintenant, il y a de plus en plus de recherches vraiment edge pour des applications beaucoup plus légères. On réalise que les transformers sont aussi des très bonnes solutions pour ça. Donc, je pense que le domaine va rapidement évoluer vers ça au niveau architectural. En même temps, on a les technologies de mémoire résistive qui sont en train de vraiment monter et d'aller vers des capacités énormément plus élevées. Et à ce moment-là, on pourra parler d'accélérer les chats GPT de cette époque. Mais pour être très, très clair maintenant, la technologie n'est pas là. Merci. Merci, bonjour, je suis devant là. Tout devant, ici. Ah, merci. Et en temps, là, alors là c'est bien en énergie, là, tout ce Ouais. qu'on. Et en revanche, en temps de programmation, pour changer un 0 en 1, c'est instantané, il n'y a pas de. Donc nous, en tout cas dans mon équipe, on est vraiment entièrement ciblé par rapport à des applications embarquées très basse consommation. Donc nos circuits, on fonctionne avec des tensions relativement basses, des fréquences relativement basses, tout ciblé pour la consommation et le edge. Pour se projeter dans un passage à l'échelle, un GPU moderne est très 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 rapide. Je ne pense pas que le bénéfice, le bénéfice vraiment qui est ciblé par l'ensemble des gens qui travaillent là-dessus, c'est sur l'énergie. Il n'y a pas l'impression d'avoir littéralement un problème à résoudre en termes de vitesse actuellement sur l'IA. En tout cas, c'est la perception qu'en a ma communauté. Si vous pensez différemment, c'est intéressant d'entendre. Okay. Mais en fait, c'est vrai que quasiment aucun design n'est vraiment ciblé par rapport à accélérer, par rapport à un TPU ou un GPU de dernière génération. Et à l'échelle, on sait si cette technologie coûtera cher ou si elle est... On est a priori quand même dans une logique d'avoir les weight stationary. Donc, on est quand même dans des circuits qui vont être amenés à avoir une certaine surface et avoir un certain coût, tant qu'on n'arrive pas à les intégrer vraiment en 3D, ce qui est un gros effort technologique actuellement, qui là changera tout. Mais en l'état, on est quand même sur des circuits qui ont une surface, donc un coût. Merci. Autre question? Très bien. Merci pour la présentation, c'est super intéressant. J'ai juste pas très bien compris le passage au D-Wave. L'idée, c'est quoi? C'est que le nudging peut être vu comme un calcul adiabatique, quelque chose comme ça ou... Alors, donc là, on n'est littéralement pas dans mes travaux, mais c'est sous presse, donc vous pouvez aller regarder. Donc, ma réponse va être je ne pense pas. Le D-Wave peut être utilisé de différentes manières, et là, en l'occurrence, il est utilisé comme une machine d'easing. Donc, je pense que ce n'est pas un calcul adiabatique, c'est vraiment que c'est un système physique qui fait une machine d'easing d'une manière naturelle et efficace. Et le nudging se fait en nudgeant littéralement une entrée de la machine. Mais je ne pense pas. Et donc, pour être clair aussi, ce papier n'a pas de prétention. Donc, le D-Wave est utilisé comme un système physique magnifique pour faire des calculs avec la physique. Il n'y a pas de prétention d'avantage quantique dans ce travail. Ni d'avantage en consommation, j'imagine. Non. C'est vraiment un système modèle pour montrer l'apprentissage dans un système où le calcul est profondément fait par la physique. Merci. D'autres questions? Alors, ouais, j'en ai peut-être une petite, là, juste pour dire, sur le calcul bayésien. À un moment, tu nous montres 50 chips pour faire un calcul. Alors, est-ce que c'est pas gagner de l'énergie quelque part pour en perdre ailleurs? Enfin... Alors, oui, il y en a 50 parce qu'on a utilisé tout ce qu'on avait. En vérité, on a la même performance avec 10, ce qui reste beaucoup. Donc, il y a deux perspectives en fait à ce travail. C'est d'une part le fait que les paramètres puissent s'intégrer en 3D, parce que même si la technologie n'est pas encore là, on réfléchit vraiment par rapport à là. Et c'est vrai que moi, je rêve d'un futur où juste à partir du moment où on a résolu la 3D, la mémoire ne sera plus coûteuse, en fait. Voilà, le problématique de coût qui a été mentionné. On est dans l'idée que ce problème puisse disparaître de la 3D. Il y a une autre perspective, en fait, sur laquelle on travaille,
c'est maintenant d'utiliser d'autres imperfections de memory store pour ne pas programmer 10 fois le même réseau, mais lire le même réseau plusieurs fois. Okay, et si on arrive à résoudre ça, ergodique, là, il n'y aura plus aucune réplication. Ok, très bien, je te remercie. D'autres questions, remarques? Eh bien, c'est parfait. On est pile poil. Merci Damien. Merci. Alors, notre prochain orateur est Gilles Sassatelli. Gilles est directeur de recherche au CNRS et travaille au LIRM à Montpellier. Gilles. Tout juste, merci. Merci Frédéric pour l'introduction. J'étais prêt à me présenter comme une victime et un effet collatéral des impératifs ministériels, mais Marina nous a juste rejoint. Donc je prends en charge la moitié de la présentation du projet Émergence, qui est le premier des 3 projets qui seront présentés dans cette section. Alors il y a un bouton laser, mais ça doit être un laser infrarouge. Donc ça, c'est pas ce que je pourrais utiliser. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet du projet Émergence, donc du projet ciblé Émergence, qui s'inscrit tout à fait dans ce que Damien vous a présenté juste avant, donc une approche orientée vers de l'IA proche physique. Et parce que aussi les motivations de ces 3 projets qui s'inscrivent dans le domaine de l'IA embarquée sont largement communes, on a convenu que de vous proposer une introduction qui est assez conceptuelle, qui sera commune à ces 3 projets. Donc voilà, on factorise, on gagne du temps, et puis de toute façon, vous avez déjà entendu beaucoup de choses sur l'IA embarquée à la fois ce matin et à travers le keynote de Damien. Alors le passage de slide doit marcher. Voilà, donc c'est très conceptuel, et là, cette séquence a pour vocation que d'illustrer ce qui se passe quand on opère une transition douce vers, depuis un calcul dans le nuage, donc dans un data center, une ferme de GPU, vers la périphérie, donc l'edge en anglais. Alors là, ce disque... Ah oui, merci, ce sera mieux comme ça. Ce disque-là représente un peu le front des connaissances, c'est très conceptuel en IA, ou plutôt en apprentissage automatique au sens large du terme, mais le dénominateur qui est assez largement commun à la plupart des approches qui sont sous le feu des projecteurs aujourd'hui et qui font les gros titres presque une fois par semaine, c'est la charge computationnelle très intense sur ce front de connaissances-là. Et donc, voilà l'exclusivité de ça. Et c'est aussi la magie du passage à l'échelle de ces gigamodèles. Les transformers, c'est l'actualité. Fait que on est toujours aux limites de ce qu'on peut se permettre de faire, ou au moins quand on est sur une approche industrielle. Et donc on reste sur ces considérations-là, beaucoup de ressources de calcul, beaucoup de consommation. Maintenant, si on installe une considération un peu différente et qu'on va s'éloigner doucement du nuage de cette ferme de calcul et qu'on va s'approcher, aller vers la périphérie du réseau et au plus proche de l'environnement, ça implique un certain nombre de compromis qui se déclinent par des composants qui sont de nature différente. Donc quand on quitte le réacteur arithmétique de l'IA, qui est le cœur, et qu'on arrive sur des stations de travail, on peut avoir un GPU, par exemple, qui ne coûte plus le prix d'une voiture, mais peut-être celui d'un scooter. On s'éloigne un peu plus loin, on va retrouver sur les composants qu'on a typiquement dans nos téléphones mobiles. Et enfin, quand on est à l'edge profond, donc vraiment sur des budgets énergétiques qui sont largement plus faibles, là on parle de microcontrôleurs avec des consommations qui sont dans la dizaine, les centaines de milliwatts en fonction des applications. C'est typiquement ce que vous raconte votre fidèle et pathétique capteur de température qui est installé dans votre jardin et qui envoie un message toutes les 3 heures pour vous dire quelle est la température. Donc ça, effectivement, ça s'accompagne de compromis en termes de ce qu'on peut se permettre de faire. Donc quand on est sur une station de travail, on peut travailler sur des mêmes modèles, des modèles génératifs, par exemple texte ou image. Il y a pas mal de modèles ouverts ou même des LLM, des modèles de langage qui sont ouverts et qu'on peut télécharger. Comme ceux de Mistral qui ont été mentionnés ce matin, par exemple, enfin certains. Voilà. Donc, par contre, quand on est sur mobile, c'est un peu le gros challenge du moment, et ce qui arrivera probablement avec la prochaine génération, que d'avoir des modèles de langage, des assistants un peu plus intelligents, un peu moins cons, dirais-je, que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est en train de travailler, mais par contre, à l'edge profond, on ne peut rien faire de bien intéressant. Ça reste une problématique de premier plan. Alors,
Là, j'ai motivé le discours autour de la question de la consommation énergétique. Évidemment, il y a d'autres considérations qui ont aussi été mentionnées ce matin, qui sont au moins aussi importantes. C'est les questions de vie privée, de confidentialité. Et puis, quand on délocalise le calcul dans un data center, à l'edge, dans le cloud, eh bien, on souffre des limitations en termes de bande passante. Et il y a aussi une latence importante qui peut ne pas être compatible avec certains domaines d'application. Donc à ce titre-là, et sur la base de ce qu'est l'état de l'art aujourd'hui, il y a grosso modo 3 grandes directions de recherche qu'on peut décliner. Chacune fait l'objet finalement d'un de ces projets ciblés du PEPRIA. Donc il y a toutes les questions de compression des réseaux. Ça, ce sera la présentation d'Oli Grail qui arrivera également dans cette session. La question de la conception d'architecture qui reste pour l'essentiel numérique, mais qui sont adaptatifs, donc qui ont des degrés de liberté qui ne sont pas conventionnels dans des architectures d'ordinateurs conventionnels ou même des GPU. Et là aussi réside un potentiel significatif de gains en termes d'efficacité énergétique. Et là, on reste à l'edge, donc on est à peu près vertueux par rapport aux autres considérations telles que la confidentialité. Et enfin, le projet qui fera l'objet de la prochaine séquence de transparent, qui est le projet émergence, donc lié à une approche physique que je vais détailler à partir de ce moment. Alors, émergence, donc voilà, le motto, c'est de l'IA approche physique, dont l'IA Physics, sur la base de modèles émergents, et ça s'inscrit tout à fait, d'ailleurs, Damien est un des 14 partenaires de ce beau projet. Donc, s'inscrit tout à fait dans cette idée qu'il faut être, pour aller vers des gains en termes d'efficacité énergétique qu'on peut chiffrer en termes d'ordre de grandeur, donc 10, un ordre, peut-être 2 ordres de grandeur, eh bien, il faut opérer un changement radical sur la base de ce qui existe aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près le fil conducteur de ce projet-là. Alors, je vais aller rapidement. Donc les mots-clés, ils ont été largement évoqués. Donc on est sur l'IA embarquée, à l'edge. On est aussi sur des considérations qui sont basées sur une inspiration qu'on va tirer soit de la physique fondamentale, comme Damien le mentionnait plus tôt, ou alors des neurosciences. Et enfin, c'est un projet qui a une épaisseur significative. Donc, on est sur la durée typique de 48 mois, donc 4 ans, 14 partenaires. Donc, on a quand même 19 thèses et 13 ans de postdoc. Donc, voilà, si on met tout ça tout bout à bout, on est à peu près sur 70 ans. Donc, c'est une carrière complète. Bon, ce serait quelqu'un qui ferait 19 thèses et 13 années de postdoc, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Enfin, si vous avez des candidats, d'ailleurs, c'est aussi un sujet que d'arriver à trouver des candidats pour ces thèses et ces postdocs avec tout l'appel d'air que crée ce beau programme qu'est le PEPRIA. Voilà, donc la motivation, eh bien, c'est de travailler. Ah, tiens, j'ai un retour écran qui sera plus sympa pour moi. Donc, c'est justement au lieu de faire fonctionner finalement des transistors, de les brutaliser à forte puissance pour obtenir un comportement numérique, ce qui est à peu près ce qui se fait typiquement dans l'informatique numérique. Là, on va essayer d'être plus doux, plus élégant, en exploitant les propriétés intrinsèques de composants, comme ça a été illustré précédemment. Alors là, le constat, c'est que les modèles formels, conventionnels qui font l'actualité du machine learning sont assez peu adaptés. Et puis, il faut plus aller vers des modèles qui sont implicites plutôt qu'explicites, qui sont capables de capturer une dynamique, par exemple une équation différentielle qui spécifie le comportement d'un système. Et là, dans ce contexte-là, on souffre des limitations, on a un degré de maturité qui est largement moindre, mais il y a un potentiel assez intéressant. Donc à la fois au sens de l'inférence, mais aussi des algorithmes d'apprentissage, où là il y a un sujet à réinventer, la rétropropagation de gradient n'étant évidemment pas super adaptée à ce genre de système. Voilà. Et finalement, le troisième point qui mérite d'être mentionné, c'est qu'on est sur une approche orientée soutenable. Voilà, on vit dans les années qu'on connaît aujourd'hui avec des questionnements profonds quant à la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés, les questions de changement climatique, d'éco-responsabilité. Donc voilà, on a envie sur un projet de cette durée et de cette ampleur aussi de s'inscrire dans une approche vertueuse, soutenable, en poussant ces considérations, les recherches, en les contextualisant avec des domaines d'application qui sont pensés comme étant bénéfiques à la fois pour l'humain et pour éventuellement la nature. Donc là, on parle d'observation de l'environnement, de santé, etc. Voilà, alors là, de quel modèle parle-t-on? Donc il y a 3 classes de modèles qui sont soulignées, qui sont pris en considération dans ce projet. Donc il y a les modèles qui puisent leur inspiration directement dans les neurosciences computationnelles. Donc là, on parlera des modèles événementiels, les spiking neural networks, les réseaux impulsionnels.
il y a les modèles inspirés de la physique, et enfin, il y a un travail sur des modèles qui restent formels, mais qu'on peut optimiser à l'interface avec le comportement de certains composants physiques et leur spécificité, par exemple, ces mêmes restores. Donc, très logiquement, la structure du projet suit cette dichotomie en 3 familles de modèles. Donc, on a un work package par famille de modèles. Donc, le premier sur les modèles qu'on appellera neuromorphiques, le second sur ceux qui sont inspirés par la physique fondamentale, et le troisième, enfin, qui travaille sur des modèles qui sont plus conventionnels, mais qui sont optimisés face à un matériel de calcul émergent assez spécifique. On a la spécificité que d'avoir un work package transversal qui s'attache à des questions de benchmarking, d'analyse de passage à l'échelle, etc. C'est Marina qui reviendra dessus dans la seconde partie de la présentation. Et enfin, c'est un travail orienté sur les modèles dans le cadre de ce projet. Pour autant, on va travailler avec des modèles de technologie pour vérifier les comportements des modèles qu'on sera amené à proposer, qui sont divers et variés. Donc évidemment des devices memristifs, comme vous l'avez entendu, mais aussi des approches qui peuvent rester CMOS, donc sur du silicium assez conventionnel en signaux mixtes, de la spintronique, et on va même, il y a même une étude qui s'oriente vers la photonique. Voilà, donc c'est assez large comme type de modèle. On n'exclut rien au titre de la technologie, et donc on aura une analyse assez large. Voilà, donc quelques mots-clés sur sur les deux premières familles de modèles qui sont considérés. Donc ce premier work package est clairement concentré sur les modèles qui sont inspirés des neurosciences. Donc c'est essentiellement, pour l'essentiel, des modèles qui sont impulsionnels, donc ces fameux Spiking Neural Networks. Un constat qui est assez récurrent dans les systèmes, les circuits électroniques qu'on retrouve sur le marché, c'est qu'on a un profil de consommation tel qu'illustré sur cette petite figure-là, où finalement on aimerait bien avoir la courbe bleue, donc une consommation qui est purement linéaire à l'activité du circuit. C'est jamais le cas. Et ça, c'est un gros challenge. On aimerait avoir des systèmes qui sont énergie proportionnels. Ils le sont à peu près jamais. Ceux qui se débrouillent le mieux dans ce contexte-là, ce sont ceux de nos téléphones mobiles. C'est particulièrement dramatique pour les Spiking Neural Networks. Pourquoi ? Parce qu'une des caractéristiques des neurones biologiques et des réseaux de neurones biologiques, c'est finalement le faible taux d'activité. Et donc, du coup, on se retrouverait à opérer ces systèmes proches de l'origine. Si j'avais un pointeur laser, je pointerais mon doigt sur la partie gauche du transparent. Et donc, du coup, on ne bénéficie pas de cette faible activité du circuit, parce que justement, même quand il ne fait pas grand-chose, un circuit CMOS a tendance à consommer. Et ça, c'est un problème. Donc, il y a tout un pan de recherche dans ce projet-là qui va s'attacher à trouver des stratégies intelligentes, aussi par l'utilisation de mémoire non volatile, de composants memristifs. Mémoire non volatile, ça veut dire qu'on peut couper l'alimentation, et donc on ne perd pas l'information, donc on ne paye pas les poids. Donc, ça ouvre le champ des possibles en termes de contrôle à grains très fins sur l'alimentation, pour justement essayer de redresser, avoir un profil de consommation qui est plus linéaire, et donc travailler à rendre plus compétitifs ces modèles-là quand ils sont transposés vers des implémentations matérielles, ce qui n'est pas le cas. Il y a évidemment cette idée assez répandue que ce qui fait l'intelligence et la flexibilité du vivant, des réseaux de neurones biologiques, c'est ce recours systématique à plusieurs sens, la vision, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Et donc ça se transpose par ce concept de multimodalité. Et donc il y a cette idée d'aller regarder du côté de la multimodalité pour justement faire remonter les performances, et puis peut-être, alors j'ai mis bridge the gap, je ne sais pas si on arrivera à... Ouais, non, j'ai viré bridge the gap, mais bon, arriver à faire une remontée en termes de performance en travaillant sur la question de la multimodalité. Alors, je l'ai évoqué, c'est des réseaux qui sont connus comme ayant un taux d'activité qui reste très faible, donc c'est ce qu'on appelle la sparsité ou la rareté, où il y avait un mot un peu plus adéquat en français, mais je suis sûr que la parcimonie, voilà. C'est des réseaux qui sont connus comme étant parcimonieux au titre de l'activité, mais aussi qui disposent de topologies qui sont tout sauf fully connected. Donc il y a un travail intéressant à mener sur... alors ça peut être un pruning de topologie, là il y a des liens intéressants à faire avec d'autres projets, mais aussi sur la topologie des réseaux, et puis surtout à construire des chaînes de traitement qui restent événementielles de bout en bout, en partant de capteurs. Il existe, et il y a des partenariats de certains partenaires au sein du projet avec des industriels, en prenant des capteurs qui sont nativement événementiels et en ayant une chaîne de traitement qui évite des conversions qui sont forcément source de consommation inutile.
Voilà. Et évidemment, la question de l'apprentissage est incontournable dans ce contexte-là. Ça a été mentionné encore une fois, il y a beaucoup d'algorithmes qui seront considérés, la propagation d'équilibre en étant un, et aussi tous les aspects apprentissage incrémental, ce qui reste un gros défi, un gros challenge, faire en sorte que les systèmes soient en capacité d'apprendre tout au long de leur durée de vie, plongés dans leur environnement, capables de gérer les fluctuations, les environnements changeants. J'arrive rapidement, parce que là je suis en train de te grignoter du temps, Marina, je crois, non? On est à 15 minutes. Sur la seconde catégorie de modèles, donc ce sont les modèles inspirés de la physique. Là je pourrais être un peu plus bref, ça a été évoqué. Donc là, cette idée qu'on dispose de composants physiques qui ont naturellement un comportement et même une dynamique qui leur est propre, qu'on peut exploiter, est vraiment au cœur des recherches qui seront menées. Donc ça peut être intuitivement sur la base de, quand on fait de l'inférence bayésienne et qu'on a des composants dont le comportement est nativement stochastique, pourquoi pas faire un échantillonnage directement dans cette distribution en lisant de manière répétée les valeurs que nous recrache ce composant. Ça peut être une solution, mais ça va aussi plus loin. C'est à la question, alors ça se factorise autour du mot-clé que j'ai mis là, EBM, donc c'est les Energy Based Models, donc les modèles comme le modèle de Hopfield, Boltzmann et consorts, qui se basent sur une expression d'une fonction scalaire unique d'une énergie du système. Alors, ce n'est pas une énergie qui s'exprime en joules, hein. C'est une énergie qui dicte finalement la dynamique d'évolution du système. Donc, vous voyez le ds sur dt égale moins d rond e sur d rond s. Donc, grosso modo, la dynamique du système est exprimée par une descente de gradient de l'énergie. Donc, c'est ce qui est un peu représenté intuitivement sur cette surface que vous voyez sur la partie droite. Et puis, cette bille qui est posée, donc c'est l'entrée du système à un endroit. Et puis, comme l'énergie doit minimiser, cette bille va rouler et arriver au fond du trou. Il peut y avoir quelques oscillations. On est sur un système dynamique. Ce système dynamique se voit exprimé par une équation différentielle, par exemple. Et donc, la position finale de la bille est finalement le résultat de l'inférence, le résultat de votre calcul. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, c'est représenté là. Là, je vous raconte des choses un peu différemment que Damien a présenté un peu précédemment. Donc, un réseau, ça peut être une représentation de ce que vous voyez ici sur la partie droite. On positionne les entrées, c'est l'endroit où on vient lâcher la bille sur la surface d'énergie. On laisse atteindre l'équilibre, on laisse la bille se stabiliser à un endroit. Et enfin, on vient lire la sortie du réseau. On regarde où la bille a atterri. Ça nous dit, c'est le résultat du calcul. Et en fait, oui, la propagation d'équilibre qui a été illustrée plus tôt correspond à provoquer une petite déformation. Je ne suis pas très content de la position finale de la bille, donc je vais pousser sur la bille, je vais pousser sur la surface, c'est ce fameux nudging. Par propagation d'équilibre, ça va provoquer des déformations. Imaginez une surface de vinyle sur la surface, et du delta entre l'équilibre initial et la déformation après l'appui avec mon doigt, je peux déduire dans quel sens il faut que j'ajuste les poids, je déforme ma surface. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc la propagation d'équilibre n'en est qu'un autre. Il y a beaucoup d'autres travaux, Forward, qui a fait énormément de bruit proposé par Hinton il y a presque un an de ça. Tout ce qui est les neural ODE, etc. Donc voilà, il y a tout un champ des possibles très large qui serait exploré dans le cadre de ce work package-là. Voilà, et c'est pour moi le bon moment que de passer la main à ma collègue Marina Reboz, qui prendra. Alors, retour, ça marche pas. Vers suivant. Donc bonjour à tous, je prends le relais du coup sur le WP3. Donc c'est le work package sur les modèles plus classiques, les modèles formels de deep learning en proche physique. Donc l'idée là, ça va être d'améliorer l'accuracy et ou l'efficacité énergétique de ces modèles, et pour l'inférence et pour l'apprentissage. Donc on va avoir un premier axe de recherche sur tout ce qui est apprentissage incrémental et multimodal. Ok, merci. Et donc, sur cette question-là, on va essayer de s'inspirer du fonctionnement du cerveau. Donc, on peut voir là sur l'image un hippocampe qui est une cellule, qui est un noyau important du cerveau qui, au niveau de la mémoire et de l'apprentissage, et qui fait le binding, donc la fusion multimodale. Donc, c'est une idée de laquelle on peut s'inspirer pour développer des modèles qui vont être plus précis et plus robustes. Si on a une des modalités qui ne marche pas bien, pouvoir se rattraper sur une autre modalité. Et donc l'optimisation au niveau efficacité énergétique, elle pourra venir aussi du co-design entre l'algorithme et le matériel.
Le deuxième axe qui va être regardé dans ce projet sur le WP3, ça va être au niveau technologique, donc tout ce qui est mémoire non volatile et tout ce qui est mécanisme, donc Damien a dû en parler tout à l'heure, mais je n'étais pas là, IMC, donc In-Memory Computing et Near Memory Computing. Donc là, on va aller regarder comment accélérer des fonctions complexes d'algèbre linéaire, par exemple, mais aussi des mécanismes attentionnels à base d'IMC qui va utiliser des mémoires non volatiles. Le deuxième point, ça va être sur le fait de regarder l'impact de la variabilité en fait, de ces mémoires non volatiles qu'on peut voir là sur la figure, par exemple avec le HRS, l'état de haute résistivité. Et du coup, comment est-ce qu'on va prendre en compte cette variabilité pour avoir quand même un entraînement efficace ? Et il y a un troisième volet qui va aller regarder en fait une approche hybride entre la photonique et l'électronique. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller au niveau matériel, utiliser la photonique pour la partie CNN, l'extracteur de features, et la partie électronique sera plutôt... la partie couche dense sera en électronique. Et donc, on peut voir en haut, là, sur la figure, les photodiodes qui vont faire l'interface entre la partie photonique et la partie électronique. Et donc, ça va être en lien fort avec le PEPR électronique. Donc, pour ce WP3, on va avoir 5 doctorants qui vont être tous co-encadrés et 3 postdocs. Et le WP4, donc c'est vraiment l'axe transverse entre ces 3 modèles cœur qui va venir faire du lien sur les aspects outils, métriques et applicatifs. Donc l'idée, ça va être de concevoir une stratégie, d'une part pour aller regarder qu'est-ce qui va être réutilisable d'un axe cœur à un autre. Par exemple, une loi d'apprentissage très efficace pour les EBM, est-ce qu'elle va être aussi efficace pour les modèles ASPIKE ou pour les modèles formels ? Mais aussi de nous permettre de comparer les différents modèles cœur. Donc ça va être, donc il va falloir définir des datasets communs, des métriques communes, mais aussi des protocoles expérimentaux communs. Et pour ça, on va mettre en place, en fait, il va falloir qu'on le recrute, un ingénieur qui va être mutualisé sur l'ensemble du projet pendant 3 ans. Il va y avoir aussi tout un aspect au niveau des outils. Donc là, l'idée sur les outils, c'est on va essayer de regarder qu'est-ce qui est mutualisable. Ce ne sera pas forcément évident parce qu'on a des axes cœur très différents, mais aussi d'aller regarder par des méthodes d'exploration d'architecture comment nos modèles, qui au début vont être des petits modèles proches physiques, vont pouvoir passer à l'échelle. Voilà, donc tout ça sur des applications. Bon, Gilles, tu l'as dit, on a envie de tourner ça sur des applications santé, monitoring de l'environnement, etc. Et pour renforcer l'aspect collaboratif et coopératif de notre projet, on a décidé aussi de mettre en place des workshops qui vont avoir lieu tous les 6 mois. Et donc pendant ces workshops, on souhaite aussi qu'il y ait un regard très pluridisciplinaire qui soit porté, donc notamment grâce aux neurosciences, on en a entendu parler, mais aussi par rapport à l'impact sociétal, donc avec l'invitation de philosophes, de sociologues et aussi de juristes, parce que la législation change et qu'il y a des choses qu'il faut peut-être prendre en compte dès le début de la conception des systèmes. Et un point qui nous tient aussi particulièrement à cœur, c'est tout ce qui est autour du développement durable et déployer nos solutions, donc d'une part pour développer des technologies soutenables. Donc on va aller regarder des métriques spécifiques à la soutenabilité, mais aussi sur des applications qui peuvent rendre, on espère, la planète un peu plus vivable pour l'homme. Et donc on va avoir une réflexion sur les cas d'usage. Et pour compléter ça, donc c'est un projet qui est assez important avec 14 partenaires. On a mis en place aussi un advisory board qui va nous donner aussi un regard extérieur composé donc, de Michel Pindavoine, de Christian Gamara, David Boll et Yann O'Connor. Donc les 14 partenaires, les voici. Donc ils sont classés, vous les voyez juste apparaître par ordre de work package, pour plus de simplification. Donc les 3 premiers, le LEAT, l'IMS et le Crystal, vont principalement travailler sur le Work Package 1, donc les modèles ASPIKE, les modèles événementiels. Le LIAM sur des approches digitales, mixte signal et sur les outils CAD pour l'intelligence artificielle. Le SpinTech, le C2N, je dis une bêtise. Le C2N, l'UMFI et l'INL, donc ça sera plus sur les modèles inspirés de la physique.
avec pour certains le regard sur des mémoires type mémoire magnétique pour SpinTech par exemple, UMFI sur une spécificité plutôt sur les algorithmes d'entraînement bio-inspirés par exemple, et l'INL, eux, vont plutôt regarder l'aspect photonique. Et donc nous avons aussi le CEA LETI sur les aspects modèles stochastiques probabilistes, les mémoires non volatiles. De la même façon, le CEA LIST sur les mémoires non volatiles, les implémentations matérielles à base d'IMC, mais aussi les modèles émergents. Et l'IM2NP va regarder plutôt les aspects implémentation matérielle à base de NVM. Et nous avons deux partenaires plutôt neurosciences, on va dire, qui sont l'INT, l'Institut des neurosciences de la Timone, et le LPNC, le laboratoire de psychologie et neurocognition, qui est à Grenoble. Voilà, donc en sortie du projet, ce qu'on espère, c'est donc ça va être plutôt des petits modèles proches physiques avec une consommation, enfin une efficacité énergétique très importante, donc très low power, et donc des systèmes qui vont être autonomes d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue apprentissage, avec la mise en place d'algorithmes d'apprentissage incrémental. Et là, on peut donner un exemple de système qu'on pourrait déployer dans le sens aussi d'applications responsables. Donc ça pourrait être des capteurs autonomes et intelligents pour la surveillance de l'environnement. Voilà, et donc ce qu'on ne va pas oublier, c'est regarder le passage à l'échelle, parce que peut-être que au départ, ces implémentations matérielles de petits modèles seront très efficaces et pourront peut-être poser les fondations d'alternatives aux usages courants avec des GPU et des ASIC. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que nous avons des questions sur ce projet dans l'auditoire ? Bonjour, merci pour la présentation. C'est ici. C'est qui parle ? Ah, c'est là. On voyait un micro là. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Je fais partie de l'équipe IA à la Direction Générale des Entreprises. On sait que historiquement, il y a beaucoup de ruptures majeures du deep learning qui sont venues d'approches transdisciplinaires avec des inspirations de la physique, de la biologie. Donc on est très attentif à cette direction de recherche. Je voulais simplement passer un message aussi qu'il y a un enjeu dans le cadre de l'industrialisation des solutions d'IA qui est celui aussi de la complexité des benchmarks. Et donc, je voulais tout simplement encourager peut-être à bien garder cet aspect en tête dans le développement du projet, et notamment à chercher aussi, en défendant la French Touch de l'IA, à aller au-delà de benchmarks traditionnels comme MNIST, quoi, et de chercher à complexifier en gardant cette idée de débouché économique. Oui, merci. C'est exactement l'objectif du Work Package 4, finalement. Parce qu'elle devrait rester, donc j'allais exactement dans le même sens, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est toujours les mêmes benchmarks, et ça n'a plus de sens aujourd'hui, ça va tellement vite. Petite question challenging, tout le monde parle de low power, de planètes, etc. Est-ce que vous contrôlez ce que vous consommez quand vous faites ce genre de programme? Est-ce que vous mesurez le nombre de mégawattheures? Parce que nous, on le fait, et parfois on est surpris. Est-ce que vous commencez à le faire? Sur l'aspect recherche. Sur l'aspect recherche. Alors, ce qu'on avait décidé dans ce projet, c'est de mettre en place des KPI pour la soutenabilité, mais c'était plutôt sur l'aspect, pas sur l'aspect recherche, mais déploiement des solutions et sur les usages et sur le matériel. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faudrait que vous mettiez, franchement, il faut regarder combien vous consommez en faisant votre recherche. Et là, ça vous permettra aussi, en le montrant, de pouvoir prendre des décisions. Je vous assure que ça aide énormément. Ça, c'est une démarche qui est en général développée au sein des organismes, au CNRS, à NRIA, etc., avec notamment au titre des unités de recherche, cette volonté que d'aller vers une métrologie plus fine de l'énergie qui est consommée pour chaque activité de recherche. Donc je suis d'accord, c'est des choses qu'on n'a pas directement intégrées dans ce projet-là, mais on a une réflexion, et ça c'est les 2 prochains jours qui seront consacrés sur cette définition des KPIs au sens de l'impact à la fois des composants que ce projet pourrait être amené à proposer, et aussi, pourquoi pas, de l'extension des activités de recherche qui y sont liées. Voilà. Après, souvent, et c'est un peu le message de fond, au CNRS c'est le cas, je parle un peu
corporate, mais ces recherches-là sont délocalisées dans les grands centres de calcul, Jean Zay, etc. Et là, les organismes, le CNRS par exemple, développent des stratégies de mesure et d'optimisation qui font que voilà, il y a cette forme de prise de conscience et de l'impact des recherches qui sont menées. Merci. Si je veux rajouter un mot. Oui, j'ai une question regardant l'entraînement at the edge. On a pas mal parlé du cloud et puis après de l'entraînement dans le dispositif. J'ai pas vu dans le programme, peut-être, j'ai pas perçu, mais il n'y a pas eu de point sur l'entraînement fédéré, puisque peut-être que les calculs, l'entraînement dans chaque dispositif peut avoir, je sais pas, j'imagine, je mets une caméra qui filme à côté de la salle et une autre caméra qui filme de l'autre côté. Je fais l'entraînement dans chaque caméra. Et il y a des choses à apprendre en fait en fusion des données qui viennent de chaque caméra. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans le projet ou c'est un axe qui pourrait nourrir des réflexions plus tard? Alors, ce n'est pas prévu dans notre projet, mais je pense qu'il y a un projet demain qui va parler effectivement d'apprentissage fédéré et probablement qu'on arrivera à faire des liens entre les deux projets. Oui, je confirme effectivement qu'il y a un projet plus... voilà, sur cette partie-là. Non, oui, je sais. Ça, c'est un slide de backup qui montrait que ce projet s'intègre aussi dans l'écosystème, à la fois au sein du PEPRIA avec un lien vers des autres projets sur l'apprentissage prévu, enfin toutes les autres considérations qui sont au sein de ce projet, mais d'autres projets de France 2030. Andrea Oui. Pour l'apprentissage fédéré, la prochaine présentation dans le projet Adapting Ing, on fait de l'apprentissage fédéré aussi. J'ai juste des questions pour le Work Package 1. Quand on utilise des capteurs basés par événement, une chose qui est difficile à prédire, c'est l'espace mémoire, car tu ne peux pas prédire à l'avance combien d'événements, tu as un worst case, mais donc comment vous pensez pouvoir modéliser, régler ce problème-là d'un point de vue d'architecture ou d'un point de vue de dimensionnement de la mémoire? Là, il n'y a aucun des partenaires qui s'attache à travailler sur les SNN qui est présent aujourd'hui, malheureusement. Donc, je peux essayer de formuler une réponse, mais ce sera certainement à côté de la plaque. Ou sinon au café. Pardon? Oui, on peut s'abstenir aussi. Je voulais juste souligner que pour ce que j'en ai vu des travaux qui sont menés à ce titre-là, ces capteurs événementiels fournissent des trains avec une loi de codage qui peut être rate-based et qui est injectée dans le réseau. Donc je ne vois pas trop de sujets de mémorisation parce qu'il y a un flux d'événements qui sort du capteur, qui est poussé dans le réseau. Oui, mais le flux d'événements, voilà. Tu ne peux pas, dans une échelle temporelle, tu as une multidimensionnalité, pas seulement qu'une multimodalité, mais avec un capteur, c'est que le problème, c'est que tu ne peux pas prédire sur une image, par exemple, combien de pixels ils vont déterminer l'événement. Et donc, même au niveau apprentissage, tu dois avoir une flexibilité. Tes entrées ne sont jamais fixes. Donc, je peux bien imaginer que c'est un des sujets qui sera traité au sein du projet. C'est pour ça que je peux te dire qu'il y a plusieurs dans le PEPRIA. Oui, voilà. Et il y a plusieurs lois de codage qui sont considérées. Par exemple, là, il y a pas mal de choses qui sont sorties. C'est rate-based, où grosso modo, tu encodes la couleur, ou si on est sur du niveau de gris, la densité d'un pixel par une impulsion PWM. Ça, c'est assez inefficace. Il y a d'autres façons de coder l'information qui sont moins temporelles, du coup, qui sont un peu plus efficaces. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais c'est certainement un sujet qui va être traité dans le PEPR. Merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la pause. Et merci de votre participation.